Bonjour, alors nous allons évoquer la déprogrammation des symptômes et des maladies. Alors de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de déprogrammation, je pense que c'est toujours assez surprenant pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, parce que ça les interroge, ils se demandent comment est-ce qu'on peut déprogrammer des symptômes ou des maladies. Eh bien, c'est très simple. Si on peut les déprogrammer, c'est parce que, en fait, tous nos symptômes et toutes nos maladies sont des programmes. C'est-à-dire que, de la même façon que, par exemple, vous pouvez mettre une cassette dans un appareil pour écouter, eh bien, il y a dans notre cerveau, si vous voulez, des cassettes qui se sont enregistrées, on va dire, et qui produisent finalement des symptômes et des maladies. Alors, comment est-ce que cela est possible et comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, c'est simple. Notre cerveau, qui est un ordinateur absolument fantastique, d'un niveau exceptionnel, inimaginable, on va dire, a une certaine capacité de résistance. Et au-delà, si vous voulez, quand par exemple, il arrive un surstress, une personne est en surstress. Qu'est-ce que ça veut dire en surstress? C'est-à-dire elle reçoit un choc ou elle reçoit des chocs ou elle est dans des conflits qu'elle n'arrive pas à régler, qui sont trop lourds pour elle, qui dépassent ses capacités, on va dire, les capacités de son cerveau, de son esprit. Eh bien, il y a automatiquement, si vous voulez, le cerveau les dérive et les envoie vers le corps. C'est-à-dire que le corps est notre support matériel, nous le savons, et donc c'est lui qui reçoit, si vous voulez, la surcharge de stress, d'angoisse, de conflits émotionnels qui ne peuvent pas être réglés par le cerveau. Disons que c'est très courant, puisque nous avons tous des petits symptômes ou des grands symptômes, des petites maladies ou des grandes maladies. Et de plus en plus, si vous voulez, on a été chercher et on va chercher le problème au niveau du corps. C'est-à-dire, on s'intéresse au niveau matériel, alors qu'en réalité, il y a toujours une dimension spirituelle, une dimension de la neshama, une dimension de l'âme, une dimension émotionnelle, une dimension du ressenti, etc. Donc, quand on parle de déprogrammation des symptômes et des maladies, c'est-à-dire qu'on va essayer, par une thérapie appropriée, de déprogrammer, si vous voulez, ces cassettes qui ont été enregistrées en nous. Alors, comment ces cassettes s'enregistrent en nous? Eh bien, c'est simple. Il y a toujours, si vous voulez, une programmation initiale dans la vie d'une personne. En général, il lui est arrivé des tas de choses depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle est bébé, même parfois avant la naissance, quand elle est dans le ventre de sa mère, parfois même, comme je l'ai déjà expliqué, bien avant dans le transgénérationnel, c'est-à-dire dans les générations d'avant. Et donc, tous ces programmes, si vous voulez, sont encodés dans les émotions, sont encodés au niveau du cerveau, sont encodés dans la personne. Alors, le premier choc, si vous voulez, peut passer inaperçu, c'est un choc, mais bon, on le digère, on va dire. Le deuxième choc, c'est la même chose, on peut le digérer, et ainsi de suite. Mais arrive un jour où, si vous voulez, il y a quelque chose qui va déclencher, et à ce moment-là, tout ce qui a été programmé dans le passé va prendre un sens. Et je me souviens d'ailleurs d'un Rav qui disait que même si notre prière, elle vaut 0, eh bien elle vaut 0, 0, 0, 0, 0, 0, et un jour, on fait une vraie prière, une tfila qui a un sens qui est extraordinaire, et elle vaut 1. Et à ce moment-là, on la met devant tous les zéros, et alors ça fait un chiffre extraordinaire. Eh bien, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Nous recevons des chocs qui s'engramment, qui s'inscrivent en nous, et nous les digérons, et un beau jour, il y a un choc plus fort qu'un autre qui va réveiller, si vous voulez, tous les stress, tous ces surstress que nous avons vécus. Et ce choc-là va pouvoir enclencher un symptôme, quel qu'il soit, ou une maladie.
C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de hasard. Ce sont toujours des programmes établis. Et ce sont des programmes, comme son nom l'indique, un programme c'est quelque chose de logique, et dans ce cas-là de biologique aussi. Donc il y a une logique. Il n'y a aucune maladie, aucun symptôme, aucun de nos problèmes corporels, si vous voulez, que ce soit même des tics, ou que ce soit du bégaiement, ou que ce soit n'importe quel symptôme que vous pouvez imaginer, même les tocs, les gens qui se lavent les mains des milliers de fois, etc. Enfin, n'importe quel symptôme, que ce soit un symptôme psychiatrique, physique, n'importe quoi. Eh bien, il y a toujours, si vous voulez, donc, cet engrenage, on va dire, de stress qui s'ajoutent les uns aux autres. Et un jour, il existe un surstress, et donc le cerveau est obligé de prendre des mesures spéciales. Et là, donc, il dérive le problème dans le corps, et ça devient ce qu'on appelle la maladie. Alors, je disais, il y a une logique. En effet, rien n'est par hasard. Il n'existe aucun hasard dans les symptômes et dans les maladies. Parfois, on rencontre des gens, par exemple, qui ont, comme je le disais, des tics. Eh bien, un tic a toujours une signification absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de tics qui sont semblables, mais chaque tic a une signification bien particulière. Par exemple, pour donner un exemple, hier soir, j'ai été faire Nechum Avelim. J'ai dû aller dans une famille où il y a eu un drame. Et j'ai vu les enfants de cette famille qui sont assez grands. Ils ont 13 ans, 16 ans, 18 ans. Eh bien, je voyais tous les enfants qui clignaient des yeux. Ils ont perdu d'une façon brutale quelqu'un de leur famille. Eh bien, tous les enfants fermaient les yeux comme ça de temps en temps, clignaient des yeux. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, vous voyez, si vous clignez des yeux, ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous ne voulez pas voir. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Et en particulier, ils ne veulent pas voir, ils veulent s'abstraire de ce drame, on va dire. Donc ils avaient tous les trois ce tic de fermer les yeux bien particulier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les tics et tous les symptômes ont une cause absolue, biologique et logique. Donc, si vous voulez, en tant que thérapeute, quand on travaille à la déprogrammation des symptômes et des maladies, eh bien, on est obligé de retourner en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne, comment elle a mis en place, si vous voulez, ses programmes, ses cassettes de symptômes ou de maladies, et quelle est la logique de se manifester. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui se fait par la parole, évidemment. On ne travaille pas sur le corps. Parce que, bien d'une façon générale, les gens ont déjà travaillé sur le corps. C'est-à-dire, ils sont allés voir leur médecin, ils sont allés voir leur chirurgien, ils sont allés voir, etc. Toutes sortes de personnes qui travaillent au niveau du corps. Mais quand ils arrivent au niveau de la thérapie, le travail, si vous voulez, est un travail déjà au niveau de la parole pour faire descendre et plutôt mettre en conscience les conflits émotionnels qui ont provoqué, si vous voulez, cette mise en place des programmes. Donc, de la même façon qu'on a mis en place des programmes, on peut les déprogrammer. Alors aujourd'hui, je sais que ça paraît assez étonnant quand je parle de déprogrammation des maladies. Beaucoup de gens sont très très étonnés, surpris, me disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On n'a jamais entendu parler de ça. C'est vrai, ce sont des découvertes qui sont assez récentes, 10, 20, 30 ans maximum, qui n'existaient pas autrefois. Mais disons qu'on trouve déjà, on a déjà travaillé sur ce genre de choses en psychanalyse, puisque on sait bien que quand une personne travaille sur ses ressentis émotionnels, même si c'est sous forme de psychanalyse, eh bien aussi elle arrive parfois à, si vous voulez, sortir de certains symptômes. Mais étant donné qu'aujourd'hui on a une grille de lecture des maladies et des symptômes, on sait exactement pourquoi ils arrivent, comment ils arrivent, et on sait qu'il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, comment se passe le travail? Le travail se passe au niveau déjà de la prise de conscience et de faire des liens qui ont un sens pour le malade,
entre ce qu'il a ressenti et ses symptômes d'aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple un ressenti, un conflit qui s'appelle le conflit de perte. Alors, il y a des gens, j'ai par exemple des patients qui ont vécu, qui aujourd'hui sont tombés gravement malades et qui ont, si vous voulez, des maladies très graves dont on ne connaît pas l'origine, puisque d'une manière générale, la recherche des causes physiques. Donc, on va aller chercher dans les cellules, dans la multiplication cellulaire, dans la formation de la cellule, etc., etc. Or, si vous voulez, il y a quelque chose ici qui est très intéressant au niveau physique. Si vous voulez, on peut effectivement faire cette recherche, et on l'a fait. On essaye depuis des dizaines d'années de trouver la solution des maladies dans cette cellule, si vous voulez, dans le corps, dans le matériel. Or, aujourd'hui, on a découvert que ça se passe ailleurs. Alors, par exemple, une personne qui tombe malade, ce n'est jamais par hasard. Il y a toujours une succession de ressentis, comme je l'ai expliqué, qui se sont mis en place. Donc, par exemple, imaginez une personne qui a ressenti, qui a vécu pendant énormément d'années des conflits de perte. J'ai par exemple une patiente aujourd'hui qui a perdu, par exemple, ses parents très jeunes. Ensuite, elle a été dans des conditions où elle a eu plusieurs conflits de perte. Elle a divorcé, donc elle a perdu symboliquement son mari. Ensuite, elle a élevé ses enfants et ses enfants l'ont un petit peu reniée, on va dire. Ils sont très occupés, ils ne s'occupent pas beaucoup d'elle, elle s'est sentie rejetée. Donc, si vous voulez, le travail, eh bien, il va consister à rechercher avec la personne quels ont été les conflits de perte dans sa vie. Et je peux vous assurer que, par exemple, dans le cas de cette patiente, on a trouvé toute une chaîne entière de conflits de perte. Voyez ? Donc, ils se sont comme des perles d'un collier qu'on enfile. Hein. Un conflit de perte, eh bien, ça a passé un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et un beau jour, si vous voulez, ça a été l'explosion. Du jour au lendemain, cette personne s'est aperçue qu'elle était malade, gravement malade, puisque ça a provoqué chez elle une maladie très grave, un cancer, pour ne pas le nommer. Et évidemment, ce n'est jamais par hasard. Alors les gens me demandent toujours, mais quelle est l'origine de cette maladie ? Eh bien, elle ne tombe pas par hasard sur les personnes, simplement il y a des conflits à l'origine de cette maladie. Donc, si vous voulez, le jour où cette personne elle a reçu un choc beaucoup plus grave que les autres, qui s'est encore une fois identifié comme un conflit de perte, eh bien, elle est tombée malade. Pour chaque maladie, c'est-à-dire pour chaque maladie spécifique, par exemple pour le cancer, c'est très important de le comprendre, chaque choc et chaque conflit spécifique correspond à un autre lieu dans le corps. Et ce n'est pas par hasard si les personnes ont un problème dans un organe ou dans un autre. Ça a un sens, tout a un sens. Donc une fois qu'on connaît le sens de tout cela, on peut travailler en reculant, si vous voulez, dans le temps, pour essayer de comprendre comment tout ça s'est mis en place, quelles sont les émotions très très fortes que la personne elle a ressenties, dont elle n'a pas pu parler. Elle n'en a jamais parlé, même si elle en a parlé occasionnellement, elle ne l'a pas exprimé, elle ne l'a pas travaillé, si vous voulez. Et donc, elle l'a encodé dans son corps, elle parle avec son corps. Aujourd'hui, la maladie, c'est ça, c'est parler avec son corps, à l'aide de son corps. Alors, il y a toutes sortes de symptômes, il y a toutes sortes de maladies, il y a toutes sortes de problèmes, et chacun signifie quelque chose. Donc, si vous voulez, moi, quand je reçois des patients qui ont tel ou tel symptôme, tel ou tel problème, eh bien, on va toujours rechercher avec eux qu'est-ce qui s'est passé. Même souvent, ils évoquent des parents ou des grands-parents qui ont eu telle maladie ou tel symptôme, et à ce moment-là, si vous voulez, automatiquement, on sait exactement quel est le ressenti que ces personnes ont eu. Même si ce sont des ressentis, même si ce sont des maladies qui ont eu lieu il y a 50 ou il y a 100 ans, eh bien on peut les identifier, on peut savoir quel est le ressenti de cette personne. Donc il est très important de comprendre
qu'il y a un travail à faire. Excuse là. Là, il y a une petite coupure. Est-ce que vous avez vu des guérisons dans une maladie aussi grave que le cancer? Très bonne question. Alors, c'est vrai, il y a une question qu'on me pose souvent. Est-ce que j'ai vu des guérisons dans, par exemple, des maladies comme celle-là? Disons que c'est une chose c'est une question à laquelle il est très délicat de répondre, parce qu'en général, si vous voulez, les gens qui arrivent chez moi pour travailler sur ces problèmes-là ont déjà fait des opérations, déjà fait toutes sortes de travail sur le corps. Et donc, si vous voulez, l'étape suivante, c'est effectivement le travail avec le thérapeute. Mais l'idéal serait de commencer le travail avant d'avoir travaillé sur le corps. Parce que quand on commence par faire ce travail de déstress, si vous voulez, de descendre le stress, la panique, l'émotion de la personne, alors à ce moment-là, elle va pouvoir améliorer ses symptômes sans même toucher à son corps, on va dire. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le corps a un très grand pouvoir d'auto-guérison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner, c'est le contraire. Je dis qu'il faut, oui, se soigner, c'est très important, mais il faut toujours commencer, dans un cas de quel que soit le symptôme, par essayer de comprendre son sens. Et à partir du moment où on commence à comprendre son sens, si vous voulez, le stress de la personne descend, les émotions se remettent en place, et par la parole, on peut effectivement améliorer les symptômes, soulager la personne, et à ce moment-là, quand le conflit disparaît, le corps peut prendre en charge la guérison de la personne. Donc, il est essentiel, à mon avis, de commencer par le travail thérapeutique au niveau de la neshama, au niveau de l'âme, au niveau du ressenti, au niveau de comprendre qu'est-ce que la personne exprime grâce à cette maladie, grâce à ce symptôme, grâce à ce problème. Et en sachant qu'il est toujours possible de faire cette déprogrammation. C'est-à-dire de retourner avec elle sur les cassettes qu'elle a mis en elle, qu'elle a engrangées, et, si vous voulez, par un travail très fin de compréhension, c'est un travail qui ne se fait pas souvent en une séance, disons qu'il y a vraiment un travail en profondeur à effectuer, mais on peut effectivement retourner dans le passé et comprendre comment cette personne est rentrée dans cet état de stress intense. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des problèmes qui sont plus faciles à décoder et à déprogrammer que d'autres. C'est vrai que si une personne qui est déjà malade depuis 8-10 ans vient me voir, ce n'est pas exactement la même chose que si une personne vient de tomber malade il y a 6 mois, qu'elle n'a pas encore fait beaucoup de travail sur son corps, qu'elle n'a pas encore, si vous voulez, on va dire, fait trop de changements physiologiques, elle n'a pas pris trop de médicaments, elle n'a pas fait trop d'opérations, elle n'a pas fait... Alors à ce moment-là, on peut travailler plus facilement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait un travail sur le corps, c'est-à-dire que c'est un petit peu différent. Donc l'idéal, si vous voulez, c'est de commencer par aller voir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, ça nous rappelle effectivement le travail du judaïsme, puisqu'il y a des grandes sadikim qui disent que avant des kabbalistes et des mekoubalim, avant d'aller travailler sur le corps, l'essentiel, c'est d'aller travailler sur la neshama. Donc de faire par exemple, dans la Kabbalah, on sait, on fait un pidyon nefesh, c'est-à-dire on fait un rachat de l'âme, et on dit, il y a des grands rabbanim qui disent, Anirat Rishon, en premier, je vais aller vers Akadosh Baruch Hu, pour aller faire les tfilot, pour aller faire les pidyonot, pour aller travailler, si vous voulez, au niveau de la neshama, avant d'aller voir le médecin. Et de faire des tfilot, évidemment, etc., avant d'aller voir le médecin. Donc, si vous voulez, ça se rejoint exactement. Le travail de déprogrammation des maladies
rejoint exactement les conceptions des grands Mekoubalim sur le sujet. Et c'est très très étonnant, d'ailleurs même pour moi, je suis toujours très étonnée de voir à quel point c'est exactement la même façon de travailler. Je pense au docteur Bach, l'inventeur des fleurs de Bach, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui était un homme admirable, et il expliquait justement que la maladie survient quand le corps, l'esprit et l'âme ne sont plus alignés, si vous voulez. Il y a un choc qui les a perturbés, et donc tout le travail du thérapeute, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de réharmoniser ces trois entités, de remettre en harmonie, en sérénité, tous les ressentis émotionnels de la personne. Et qu'est-ce que c'est que la santé? Eh bien, c'est ça, c'est la sérénité. Parce que bien souvent, quand les personnes sont en conflit ou en surstress, elles n'en ont évidemment pas conscience, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Donc le travail du thérapeute, il va être multiple. Il va falloir déjà remettre en conscience les problèmes, disons, émotionnels de la personne, qu'elle ignore complètement. Ensuite, expliquer à la personne que sa maladie ou son symptôme correspondent à ses ressentis émotionnels. Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, et à ce moment-là, pouvoir la faire remettre dans un état d'harmonie émotionnelle, de sérénité, la sortir de sa panique, parce que très souvent, malheureusement, les gens qui tombent malades, on leur donne des diagnostics qui sont des pronostics, ils rentrent en panique. Donc plus ils sont affolés, plus ils sont susceptibles, Chasvé Shalom, de déclencher d'autres maladies, parce qu'il faut savoir que quand on leur dit que, par exemple, ils ont une maladie très grave, ils rentrent dans une panique indescriptible qui provoque une autre maladie en plus. Donc c'est très très grave en fait. Donc si vous voulez, tout le travail du thérapeute consiste à remettre tout ça à plat, à expliquer à la personne qu'est-ce qui lui arrive, à lui faire prendre conscience, à lui rendre son calme, sa joie, sa sérénité, à ce qu'elle soit de nouveau besimcha, qu'elle vive les choses avec légèreté, tout en ayant compris ce qui lui arrive. Et à ce moment-là, si vous voulez, elle peut aller vers une amélioration de son état. Alors évidemment, quand on me demande est-ce que ça peut guérir la maladie du jour au lendemain, eh bien, il y a toujours un travail à faire. C'est-à-dire, ce n'est jamais en une séance, évidemment, qu'on guérit. Il y a énormément de prise de conscience. Il y a aussi des états émotionnels à gérer, à pouvoir gérer. Mais il est certain que si on peut faire ce travail, on va vers l'amélioration. Maintenant, c'est vrai, il y a des gens qui me posent aussi ces questions. Tout ça exige, si vous voulez, un certain niveau. Parce qu'une personne, par exemple, qui ne parlerait pas bien votre langue ou qui n'aurait pas les moyens, les outils pour faire ce travail, eh bien, c'est un peu difficile de le faire avec elle. Bien qu'on peut, ça m'est déjà arrivé, expliquer assez simplement à une personne que si elle a ce problème-là, c'est parce qu'il lui est arrivé telle ou telle situation et que donc elle le manifeste avec son corps, elle parle avec son corps. Et très souvent, d'ailleurs, les gens comprennent très bien. Et ça leur parle. C'est-à-dire, ils sont d'accord pour dire qu'effectivement, ils ont eu tel choc, ils ont eu tel ressenti, ils ont eu tel problème, dont ils n'ont pas pu parler ou auquel ils n'ont même pas fait attention. Et à ce moment-là, eh bien, ils se sont mis à parler avec leur corps, bien malgré eux. Donc, on peut parler de ce problème avec n'importe qui en réalité qui serait prêt à écouter et à entendre. Il y a encore des choses à dire. Quand une personne est malade, elle se sert, si vous voulez, elle utilise sa maladie comme une béquille, comme un tuteur pour la rééquilibrer.
Et donc, en réalité, quand on arrive à rétablir sa sérénité, eh bien, petit à petit, elle n'a plus besoin de ce tuteur, elle n'a plus besoin d'utiliser son corps pour faire savoir à tous autour d'elle, à son clan familial, à ses amis, à ses relations, à sa famille, qu'elle est en état de détresse, parce que finalement, c'est ça qui se passe. Quand on a un symptôme ou une maladie, c'est qu'en réalité, on est en détresse, mais on ne peut pas en parler. Et donc, on peut rester longtemps comme ça, jusqu'à ce que la maladie se déclare, parce que justement, eh bien, c'est pour exprimer une détresse. Donc cette maladie devient une béquille. À partir du moment où on est malade, on peut se plaindre, on peut se faire plaindre, on peut se faire entourer, on peut se faire bichonner, on attire l'attention d'autrui, etc. Donc il y a, si vous voulez, des avantages secondaires aussi, malheureusement, aux maladies. Donc aussi, il faut faire prendre conscience aux personnes de ces avantages secondaires qui les maintiennent dans leurs symptômes ou dans leur maladie. Et je me rappelle par exemple d'une personne qui avait une maladie qui était la fatigue chronique, une patiente. Eh bien, on avait travaillé ensemble et on avait trouvé 38 raisons différentes qui l'avantageaient, hein, des bénéfices secondaires à sa maladie, qui faisaient qu'elle n'en avait aucune envie inconsciente de sortir de cette maladie. Elle n'avait pas besoin d'en sortir parce que finalement, ça lui procurait énormément d'avantages. Elle était favorisée à énormément de points de vue. Donc, si vous voulez, 38 avantages, bénéfices secondaires à cette maladie, elle n'avait vraiment aucun intérêt à guérir. Et elle en a convenu avec moi. Elle m'a dit, si jamais je guérissais, eh bien, je ne sais pas, il y avait énormément de choses qui s'étaient mises en place autour d'elle, si vous voulez. Eh bien, à ce moment-là, si elle guérissait, eh bien, tout ça allait s'écrouler. Il aurait fallu qu'elle reprenne sa place habituelle, sa place de maîtresse de maison, etc., qu'elle n'avait plus du tout envie de tenir. Et donc, eh bien, inconsciemment, elle avait trouvé cette solution. On dit souvent que la maladie est la solution parfaite du cerveau. Eh bien, c'est vrai, on s'en rend compte très souvent. Par exemple, il y a très peu de temps, j'ai reçu une patiente qui travaillait d'une façon très difficile. Elle avait plusieurs emplois dans la journée. Elle avait 2 ou 3 emplois différents. Le matin, un emploi, l'après-midi, un emploi, et le soir, un emploi. C'est-à-dire, elle était en surstress permanent. Elle travaillait énormément. Elle n'était déjà plus très jeune. Elle était très fatiguée. Eh bien, elle est tombée malade brutalement d'une très grave maladie. Et depuis qu'elle est tombée malade, d'ailleurs, j'ai raconté son cas dans le livre que j'écris, elle est tombée malade. Eh bien, cette maladie, si vous voulez, étonnamment, bien qu'elle ait une très grave maladie, cette femme est tout à fait ravie. C'est-à-dire, quand vous lui parlez, eh bien, elle est heureuse, elle est guillerette, elle a le moral au plus haut, au beau fixe. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sa maladie lui a permis d'arrêter son travail, ses travaux plutôt ingrats, qu'elle faisait bien malgré elle pour gagner sa vie. Et du jour au lendemain, elle a pu rester chez elle, faire ses soins et se faire entourer par ses amis, par sa famille, et elle n'a plus besoin de sortir travailler. Donc, si vous voulez, quand vous la voyez, quand vous lui parlez, eh bien, elle a un grand sourire aux lèvres, elle est heureuse, elle est détendue, elle est contente, ce qui est très surprenant pour une personne qui est gravement malade, on va dire. En général, les gens, quand on leur annonce, Chas v'Shalom, qu'ils ont une grave maladie, ils sont plutôt angoissés, tristes, affolés, paniqués, en fait, ce que vous voulez, ils ne dorment pas la nuit, etc. Eh bien, cette patiente, au contraire, elle est très très contente, non pas d'être malade, mais c'était tellement important pour elle, si vous voulez, d'arrêter de travailler, que son cerveau, on peut dire, a trouvé malgré elle la solution. Sa maladie est la solution parfaite de son cerveau. Et quelque part, eh bien, bien que ce soit étonnant, elle est très contente d'être malade. Donc vous voyez que les bénéfices secondaires sont essentiels dans ces problèmes. Donc il y a toujours un travail à faire pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe avec la personne, comment elle réagit, quels sont ses ressentis émotionnels.
Donc, en résumé, vous avez compris qu'il est très important, dès qu'on a un problème, un symptôme, un diagnostic quelconque, de s'intéresser aux liens qui existent entre le corps et l'âme, entre le corps et les ressentis émotionnels, et donc de commencer par travailler sur le problème, si vous voulez, au niveau de l'esprit, afin de justement d'arriver à améliorer son état avant de faire appel au travail sur le corps et à la médecine conventionnelle habituelle. Et d'essayer de comprendre et de réaliser, de mettre en conscience ce qui nous arrive et la signification profonde de la racine du mal et de la maladie.